À toutes et à tous, bonjour et merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de votre émission qui permet le décryptage de l'actualité sur le continent africain. Sommes-nous en plein dégel des tensions entre la France et le Rwanda à la lumière de la visite du président Paul Kagame à Paris? Tout porte à croire que si. En effet, la dernière visite en France du président Kagame remonte à 2011. À l'époque, reçu par Nicolas Sarkozy, il avait notamment été question du génocide rwandais et de la responsabilité ou non de la puissance française. Paul Kagame, arrivé au pouvoir après le génocide, a accusé les autorités françaises d'avoir soutenu le pouvoir Hutu et d'avoir été un acteur des tueries ayant fait, selon l'ONU, quelques 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Mais cette visite d'État, à n'en point douter, ouvre sans doute un nouveau chapitre entre les deux pays. Ils veulent travailler ensemble malgré la complexité de la relation bilatérale, a indiqué l'Élysée en pointant les convergences de vues dans les domaines de l'innovation, du climat ou des opérations de maintien de paix en Afrique. Y a-t-il effectivement autant de points communs entre les deux dirigeants? L'avis du président Kagame sur l'implication de la France dans le génocide dans son pays a-t-il quelque peu changé aujourd'hui? Ne sommes-nous pas déjà dans la réelle politique faite de compromis et de compromissions? De toute évidence, ce déplacement de Kagame en France n'aura pas été vain. La France a annoncé par la voix de son président soutenir la candidature de la ministre des Affaires étrangères rwandaise au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. France, première visite de Kagame depuis 2011. Les dessous du rapprochement entre Paris et Kigali, c'est le thème retenu pour ce numéro de votre émission Angle de vue. Merci de nous rester fidèles. Le plateau retenu pour aborder cette actualité vous sera présenté juste après ceci. Et sur ce plateau, Lagrange Simenou Ayampé, bonjour. Vous êtes diplomate, consultant en relations internationales. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Face à vous, Élisée Héribert Labelle-Adjovi. Bonjour. Bonjour, Joannès Toanou. Vous êtes journaliste internationaliste, vous êtes également écrivain. Messieurs, est-ce qu'on peut placer cette visite d'État sous le signe de l'apaisement? Héribert Labelle-Adjovi. Je crois que effectivement, cet apaisement, ça n'a pas démarré aujourd'hui. Je peux dire que c'est la suite, c'est l'acte 2 d'un dégel qui a démarré depuis le mandat de Nicolas Sarkozy en 2011. Et donc, dans la suite des choses, nous allons aller plus en détail, mais vous comprenez aujourd'hui que le président rwandais Paul Kagame est le président d'exercice de l'Union africaine. Ce n'est pas rien. Le Rwanda, avec sa position stratégique dans les Grands Lacs, ce n'est pas rien également. Et en dehors de tout, nous savons aujourd'hui les intérêts géostratégiques qu'il y a sur le terrain. Certainement que nous aurons le temps de revenir sur tout cela. Voilà. Lagrange Simenou Ayampé, le chef de l'État rwandais, a salué le rôle de la France en Afrique. N'est-ce pas surprenant quelque peu que Kagame tienne ce genre de propos à Paris? Surprenant pour certains, pas surprenant pour d'autres. Moi, je dirais qu'il fallait s'y attendre dans la mesure où, comme l'a dit M. Adjovi, nous sommes à un niveau d'un processus qui a démarré, un processus de normalisation des relations entre les deux pays qui a démarré depuis un bon moment. Et il fallait, aujourd'hui, il fallait à ce niveau que le président Kagame puisse revenir sur certains de ses propos, puisse faire des concessions, parce que nous sommes en matière nous sommes en relations internationales, c'est la plupart du temps une question de consensus, de négociation, et voilà un peu, monsieur le journaliste. Ne soyons pas surpris, moi je pense que nous ne devons pas être surpris de cela, nous devons plutôt nous réjouir. Nous devons plutôt nous réjouir dans la mesure où la France aujourd'hui a un nouveau chef d'État qui est dans un processus de réforme au niveau de la politique étrangère, de réforme en interne dans son pays, et également qui pense à améliorer l'influence de la France sur l'échiquier international. Et cette influence ne pourra pas se faire sans certains alliés de taille. Et le Rwanda aujourd'hui, nous le savons tous, a fait de grandes avancées. Et je crois que nous reviendrons également sur
tous ces détails. Voilà. Et bien, la Adjovi, le Rwanda a eu depuis 1994 le tristement célèbre génocide, des relations plutôt fraîches avec la France. Pourquoi Kagame, selon vous, n'a pas abordé ce sujet lors de cette visite-là? Mais vous savez, vous faites bien de le dire, le génocide rwandais, il faut y revenir. Mais en fait, quand nous parlons du Rwanda, c'est une affaire où on ne peut pas complètement blanchir Kagame lui-même. Et je veux m'expliquer. Vous savez très bien que le président, le général précisément, Juvenal Habyarimana, qui est venu au pouvoir en juillet 1973, en 1975 a signé des accords militaires avec Paris. Et c'est au nom de ces accords militaires que lorsque la rébellion a commencé à partir du nord du pays, dirigé par un colonel des services de renseignement ougandais, du nom de Paul Kagame, qui a fait les écoles américaines. Alors le président Juvenal Habyarimana a fait recours à la France justement de François Mitterrand, pour intervenir sur place. Il y a eu du matériel militaire, puisque n'oubliez pas, le FPR n'est pas venu sur le sol rwandais en tant que Rwandais. C'est avec du matériel ougandais, c'est avec des tenues militaires ougandaises. Donc la France, au nom de ces accords militaires, a dû intervenir pour aider. C'est d'ailleurs cela que Paul Kagame, le régime Tutsi, reproche d'ailleurs à la France. Et il faut dire que la situation, normalement avec les accords d'Arusha de 1993, la France a dû retirer l'essentiel de ses forces du Rwanda. Donc c'est la MINUSMA qui a pris le relais. Et c'est dirigé par un général canadien. C'est dans ces conditions, en fait, que vous vous rappelez, le 6 avril 1994, il y a eu l'assassinat du président Juvenal Habyarimana, et ce qui a déclenché justement ce qu'on appelle le génocide rwandais avec 800 000 morts. Mais ne l'oublions pas, puisque c'est toujours l'histoire. On a vu quand même que par la suite, dans les forêts orientales de la RDC, plus de 400 000 Hutus sont également décédés. Et aujourd'hui, si on fait le bilan, plusieurs ethnies dans l'Est de la RDC, on parle de plus de 12 millions de morts. C'est pour dire quoi concrètement? Que dans cette situation qui accourt dans les Grands Lacs, si on regarde la position de Paris, Paris, dans cette affaire, pour une fois, n'est pas forcément celui qui a le plus mal fait, d'autant plus que, à partir du déclenchement du génocide rwandais en avril 1994, la France était la première puissance à dire, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, à l'époque, qu'il était question de génocide. Et je me souviens encore comme si c'était hier, c'est la secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright, donc, qui a vraiment tout fait pour que le déploiement ne se fasse pas, de la force internationale ne se fasse pas, que la France aille intervenir rapidement. On a attendu le printemps 1994 avec tout ce qu'il y a eu avant que la France n'ait les coudées franches pour intervenir, même si la France voulait maintenir évidemment le pouvoir majoritaire Hutu, ce qui n'était plus possible puisque le président Kagame. Qui était en son temps guerriero, était déjà avec ses forces aux portes de Kigali. Donc, oui, il y a eu le génocide rwandais, mais les responsabilités sont sérieusement partagées par la communauté internationale qui n'a pas réagi quand il fallait le faire, par les différentes structures composantes du Rwanda, Hutu et Tutsi, sans oublier la responsabilité personnelle, je le dis, du président Paul Kagame. Cela également est de l'histoire. Est-ce que la France n'a aucune responsabilité? Oui, la France a de responsabilités puisque la France a dû intervenir à un moment donné pour aider le pouvoir en place. Mais je pense que dans cette affaire, je dis pour une fois, la responsabilité de la France est moindre. Voilà. Lagrange Simenon-Wayampé, selon vous, est-ce que la France a quand même une part de responsabilité dans ce génocide, ou bien nous sommes juste en train de chercher un bouc émissaire, comme on a accusé parfois le président Kagame de le faire? Monsieur le journaliste, je ne saurais dire que la France a une responsabilité. Comme l'a dit monsieur Adjovi, les responsabilités sont partagées.
dans la mesure où la France est un acteur pas des moindres de la communauté internationale. La France peut influencer un certain nombre de choses sur l'échiquier international. La France n'a certainement pas fait ce à quoi la plupart des belligérants s'attendaient, mais elle a pris position et n'est pas intervenue au moment où elle devrait intervenir. Mais nous ne connaissons pas les réalités. Nous ne savions pas ce qui se passait dans les coulisses. Je ne peux pas d'ores et déjà affirmer que la France a des responsabilités précises. Mais je peux dire qu'il y a eu des responsabilités partagées aussi bien au niveau de la France en tant qu'acteur et membre influent de l'échiquier politique internationale. Voilà. La politique Macron serait de laisser visiblement de côté les sujets qui fâchent et travailler sur ce qui rapproche. Est-ce que selon vous, c'est une politique qui est amenée à payer ou qui a payé par cette visite du président Kagame? C'est une politique louable dans la mesure où le président Macron, nous l'avons tous remarqué, est dans une dynamique de pragmatisme, si je peux m'exprimer ainsi, et il veut aller vite. Même si certaines conditions ne sont pas réunies, même si les barons, ceux qui étaient les barons politiques au sein de la République française, aujourd'hui sont toujours là et veillent à ce que certaines choses ne soient pas divulguées, veillent à ce que le chef de l'État actuel ne sorte de certains schémas, c'est-à-dire s'arrange pour qu'il ne puisse pas arriver certaines choses auxquelles ils ont pu pallier depuis très longtemps. Nous pouvons louer vraiment l'initiative aussi bien du président français que la concession qui a été faite par le président Kagame, qui est allé vers, parce que c'est le président Kagame qui est allé en France. Ça veut dire que quelque part, il reconnaît les efforts qui ont été faits depuis très longtemps. Le gouvernement rwandais, c'est-à-dire dont le chef, le président Kagame, attendait depuis très longtemps que la France fasse des concessions. Le président Sarkozy avait pris des initiatives, mais n'a pas pu faire de grandes concessions auxquelles s'attendait la France, mais auxquelles s'attendait le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est rassuré de ce que des concessions seront faites et a accepté d'aller au dégel. Voilà. La France, souvent prompte à défendre les droits de l'homme. Est-ce que ce pays, aujourd'hui, ne se met pas un peu en porte-à-faux avec certains de ses principes? Parce que on sait que l'opposition en exil parle notamment de tapis rouge dressé à l'un des pires dictateurs de l'histoire du monde. Je crois personnellement, je ne suis pas paragon du droit de l'hommisme, parce qu'en fait, vous savez très bien que les droits de l'homme, c'est vraiment un thème qu'on utilise à volonté, qu'on se retrouve dans une position ou l'autre lorsque les intérêts de la communauté internationale, et je vous le dis, quand je parle de communauté internationale, je parle des États-Unis, je parle de l'Union européenne et les autres après. Lorsque leurs intérêts sont en jeu, on sait très bien que les droits de l'homme, c'est après. Les pays sont là, je ne veux pas donner de nom, mais lorsque un président est gênant, surtout dans les pays en développement, notamment en Afrique, on brandit les droits de l'homme. C'est un peu vicieux. Maintenant, pour revenir à votre question de façon précise, vous savez très bien pourquoi c'est Sarkozy qui a amorcé ce processus de dégel et pourquoi aujourd'hui Macron. Regardez bien, vous comprendrez que en son temps, si Paul Kagame a pu prendre les rênes du pays depuis 2000, qu'il est là, qu'il a changé la constitution en 2003, il a commencé en 2010, il a été réélu également en 2017, l'année dernière, et qu'il est là pour... au moins jusqu'en 2034. Voilà, et qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est parce que, justement, c'est vrai que l'Ouganda l'a aidé à venir, mais Washington était derrière, Washington de Bill Clinton. Donc, aujourd'hui, ça n'a pas changé, et surtout, si vous voulez parler du Rwanda, n'oubliez pas la RDC à côté, parce que le Rwanda de Paul Kagame a beaucoup travaillé en 2006 à l'arrivée de Joseph Kabila. Joseph Kabila, à qui on a dit, je pense que ça c'est des non-dits des négociations souterraines,
qu'il faut laisser Kagame intervenir à l'est de la RDC avec les conséquences que nous avons. Et ça permet justement, ne l'oubliez pas, que les intérêts géostratégiques des grandes puissances soient sauvegardés, que les nombreuses richesses minières de la RDC soient exploitées. Et je pense qu'aujourd'hui, le rapprochement de Paris avec Kigali ne doit pas être vu sans voir cet aspect-là. Qu'aujourd'hui, même si Paris a des choses à reprocher à Kigali et que Kigali, à tort ou à raison, a également des choses à reprocher à Paris, on se retrouve dans une situation où vraiment ce qu'on appelle la communauté internationale, je l'ai défini clairement, vous l'avez vu tout à l'heure, trouve son compte aujourd'hui avec Kagame dans la zone des Grands Lacs, et plus précisément en RDC. Les grandes puissances trouvent leur compte dans cette situation de crise palpable internationale, que ce soit financière, économique, avec tout ce que vous avez comme résultat. Donc, on ne peut pas occulter cet aspect. Et donc, Sarkozy avant et aujourd'hui Macron est aussi proche de l'as atlantique, c'est-à-dire proche de Washington, d'une certaine manière. Donc, c'est aussi là qu'il faut voir un peu ce qui se passe aujourd'hui. De toutes les manières, vous savez, en géostratégie, on parle de la contradiction principale, et il peut y avoir des contradictions subsidiaires. Le Rwanda, c'est un pays africain. Kagame est là. Je pense que le résultat qu'on a aujourd'hui, en dehors de tout ce qu'on peut dire, je pense que la paix vaut tout. La paix vaut tout. Donc, si ça peut amener également ce genre de partenariat, pourquoi pas? Nous n'avons pas, en tant qu'Africains, à dire que c'est mauvais. Maintenant, il faudrait bien sûr que ceux qui nous donnent souvent des leçons amènent également Kagame, et que le président Kagame, qui est aujourd'hui président en exercice de l'Union africaine, nous aide à ce qu'en RDC, qu'il y ait quand même moins de tueries, qu'il y ait une pacification du terrain, et que ce peuple meurtri puisse retrouver la paix. Je pense que ça également, si Paris peut travailler dans ce sens, ce sera tant mieux. Est-ce que ça arrange aujourd'hui les grandes puissances, la grande Simeon Yankwe, que la RD Congo ait la paix, et donc que certains pays, notamment le Rwanda, perdent un peu de leur contrôle sur la situation dans l'est du pays? Je crois que nous sommes tous aujourd'hui informés de ce que nous appelons la communauté internationale est en train de demander au président Joseph Kabila de bien vouloir organiser les élections et de stabiliser son pays, d'installer un processus démocratique dans son pays, de permettre à ce que le processus démocratique puisse s'installer dans son pays. Et nous ne sommes pas également ignorants de ce que la communauté internationale peut intervenir, mais les principes de non-ingérence. Et avant que cette communauté internationale n'intervienne également, il faudrait qu'un certain nombre de paramètres soient réglés. Et la visite en France du président Kagame aujourd'hui pourrait apporter beaucoup, en ce sens que le président Kagame est très écouté. Le président Kagame est très écouté par son homologue Kabila, et les autres pays qui ont aidé également, en dehors du Rwanda, qui ont aidé le président Kabila à prendre le pouvoir aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de trouver un consensus afin que la paix règne, la paix finisse par régner dans ce pays. Monsieur Adjovi a parlé des intérêts de la communauté internationale. Je ne dirais pas non, mais là, il est beaucoup plus question des intérêts du peuple congolais. Il est beaucoup plus question de l'Afrique. Et c'est à nous de pouvoir régler nos problèmes. Ce n'est pas à la communauté internationale. Nous ne devons pas attendre la communauté internationale. La preuve, lorsque ça se passait au Rwanda, aussi bien le peuple rwandais que les peuples africains et bien d'autres attendaient une intervention de la communauté internationale. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, Africains, nous avons fait? Donc je pense que nous devons prendre nos responsabilités, et nous ne devons pas tout le temps nous attendre à ce que la communauté internationale arrive. Et les gens sont en train, je pense que nos politiques aujourd'hui, quoi que l'on dise, sont en train de travailler à une prévention des conflits, de ces conflits politiques qui dégénèrent et qui deviennent la plupart du temps un handicap au développement sous-régional, au développement économique et beaucoup plus des peuples africains. Voilà. Aujourd'hui, personne, et Bella Adjovi, je vais vous poser la question, ou peut-être c'est mon avis, on a l'impression que personne n'a envie qu'il y ait la paix
en RD Congo, pas même les dirigeants congolais parfois, avec tout ce qui se trame aujourd'hui. Et c'est difficile de croire aujourd'hui même que Kinshasa et Kigali s'entendent bien. On sait qu'il y a des frictions. On sait par exemple que l'Angola a retiré ses troupes qui étaient en RD Congo. On a l'impression que beaucoup sont juste sur un échiquier en train de placer leurs pions et que personne n'a réellement envie que le peuple congolais se retrouve mieux, que le peuple congolais aille mieux. Le nombre de morts chaque jour, actuellement il y a Ebola en RD Congo, on sait tout ce qui se trame sur ce terrain-là. Qui aujourd'hui a intérêt à ce que le Congo connaisse la paix? Parce que si le Congo connaît la paix, on est conscient qu'une bonne partie de l'Afrique pourrait en profiter et pourquoi pas se développer. Oui, vous savez, un ancien Premier ministre belge, une ancienne puissance coloniale en RDC, avait dit le problème de la RDC, c'est d'être un scandale en gisement minier. Et je crois que c'est ça. Il ne faut pas se leurrer avec comment le territoire de la RDC est vaste. Ce n'est pas facile pour les autorités centrales de maîtriser le terrain. Et notamment, il y a une connivence coupable de la part de ce que nous appelons la communauté internationale. N'oubliez pas, nous sommes dans une période aujourd'hui où, face aux multiples problèmes auxquels les grandes puissances se sont confrontées, on parle de la crise économique et financière, ça ne s'est pas réglé depuis la crise des subprimes aux États-Unis en 2008. On parle aujourd'hui également de la question du chômage qui est endémique. On parle de la grogne sociale dans ces puissances-là également, au niveau de la masse au niveau de ces puissances. Et il y a également Daesh qui intervient sur le sol européen, sans oublier que le terrorisme aujourd'hui est une question préoccupante. Donc face à tout cela, comme ça s'est passé en son temps, qu'on a eu la colonisation, qu'on a eu l'esclavage avant, aujourd'hui, c'est très clair dans la tête des puissances occidentales. Il faudrait aller partout pour trouver les moyens pour redonner de couleur aux économies occidentales. Et dans ce cadre-là, l'Afrique est un pain béni, notamment la RDC, et vous le savez très bien. Aujourd'hui, juste le fleuve Congo pourrait alimenter toute l'Afrique en électricité et même une partie de l'Europe et beaucoup de richesses minières de ce pays et d'autres pays également. Donc, non, ne nous leurrons pas, mais on peut quand même limiter les débats. Et là, je suis complètement d'accord avec mon co-débatteur Lagrange Simenou-Yankwe que c'est à nous, en tant qu'Africains, de faire un effort supplémentaire dans ce sens. Les ensembles sous-régionaux doivent faire leur travail. L'Union africaine doit faire son travail également. Et pour que nous ayons des forces africaines sur le terrain. Maintenant, si la communauté internationale, comme on le dit, veut nous aider, on veut peut-être le soutien logistique, puisque, quel que soit ce que vous allez dire, ils vont dire qu'ils veulent vous aider, puisque en son temps, ils savent que par rapport aux réparations, par rapport à ceci, à cela, ils savent comment les négociations se déroulent et il ne faut pas se leurrer. Les relations internationales, c'est également une question de leadership et vous savez, même la guerre a des vertus thérapeutiques lorsqu'on parle de relations internationales. Donc, il ne faut pas se leurrer du tout. Mais un effort serait fait si nous-mêmes, en notre sein, nous pouvons alors mettre en place des forces militaires qui peuvent intervenir sur le terrain, quitte à ce que les Nations Unies, tout cela nous aide. Je pense que c'est ça qui va permettre un peu à la RDC de souffler, mais que la guerre cesse complètement, les incursions cessent complètement, c'est pas demain la veille, parce qu'on trouvera toujours les moyens de susciter les guerres ethniques, de susciter des guerres de religion, de susciter moult guerres. Maintenant, on peut amoindrir la chose et il faut que ça parte de nous-mêmes. Comptons d'abord, oui, sur nos propres forces. Et voilà, cela doit forcément démarrer par les dirigeants et on a forcément l'impression aujourd'hui que ce n'est pas une réelle volonté de la part de ces dirigeants-là dans cette région. Aujourd'hui, n'y a-t-il aucun reproche à faire à cette visite du président rwandais en France? Aucun reproche de ma part, sinon trouver que l'idéal serait que cela se pérennise, qu'il y ait une certaine réciprocité, que les engagements qui ont été pris dans les coulisses
et qui a donné ce que nous avons vu, parce que ça c'est ce que nous voyons, la visite est le résultat d'un certain nombre d'actions qui a été menées de part et d'autre, et d'un certain nombre de concessus qui a été accepté d'un certain nombre de concessus et de concessions qui ont été acceptées de part et d'autre. L'idéal serait maintenant que nous puissions aller plus loin, et que cela profite réellement, non seulement au président Kagame, au peuple rwandais, dont les victimes réclament justice au niveau de la France et demandent à la France de bien vouloir accepter que les génocidaires soient... Plusieurs procès sont d'ailleurs en cours. Voilà, soient vraiment condamnés et qu'ils soient rapatriés, dans leur pays pour exécuter leur peine. Vraiment, je pense que nous devons œuvrer autant que nous sommes, parce que beaucoup d'acteurs sont intervenus dans ce processus depuis 2011. Beaucoup d'acteurs sont intervenus dedans. Et espérons que les choses s'améliorent. Espérons que les engagements qui ont été pris soient respectés. Voilà. Est-ce que l'absence d'ambassadeur de France à Kigali, poste vacant depuis 2015, est-ce que ce n'est pas un des couacs qu'on pourrait mentionner à cette relation-là ou à cette visite-là? Les deux chefs d'État n'en ont pas parlé. Est-ce à dire que, bon, tout n'est pas encore rose et que ce n'est qu'un début? Oui, vous savez, lorsque il y a gel dans les relations diplomatiques entre deux pays, je pense que le processus de dégel et le processus de rétablissement est progressif. Donc non, ça ne va pas durer, ça va venir. Mais ce qui est déjà important, et je vous l'ai dit dès le début, n'attendez pas de moi que je vous dise que ce qui s'est passé entre Kigali et Paris n'est pas bon pour le moral, parce que pour nous, en tant qu'Africains, je ne pense pas que attaquer Kigali est une contradiction principale. Non. Je pense que s'il peut y avoir ce rapprochement, c'est une bonne chose, mais on demande à ce que, de la position du président Paul Kagame aujourd'hui, qu'après plus de 20 ans, qu'il fasse un effort pour davantage pacifier son pays en dehors de l'économie, en dehors du développement qu'on constate. Et ses détracteurs pourraient dire que ce développement est également dû aux affaires pas très propres du côté de la RDC. Ça, c'est un autre débat, mais qu'il faudrait qu'il fasse l'effort de davantage réconcilier les Rwandais avec eux-mêmes. C'est entamé, mais il faut que ça aille en profondeur et que, justement, de ce côté-là, au niveau de la RDC également, qu'ils fassent l'effort de travailler à ce qu'il y ait plus de pacification au niveau de la RDC. Il peut le faire. Les pays qui sont autour, les pays du Grand Lac et qui entourent la RDC peuvent travailler à cela. L'Union africaine a une grande responsabilité également de ce côté, parce que si nous devons attendre les puissances, et vous les connaissez, ce n'est pas évident. Si le Rwanda ou la RDC, je vais dire précisément, vit la situation qu'elle vit et que le peuple congolais vit ce qu'il vit, c'est parce que justement il y a d'autres que nous Africains qui ne veulent pas que la paix revienne vraiment dans ce pays, parce que la paix totale et une pacification du pays et un gouvernement qui est responsable de toute la RDC, ce n'est pas forcément bon pour les affaires. Maintenant, à nous-mêmes de faire ce que nous devons faire. Je pense que ça, c'est essentiel. Voilà. Et bien, la Jovi, ce que vous dites m'intéresse, parce que vous dites que ce n'est pas bon pour les affaires, mais qui sont les affairistes? On sait que ce sont les grands groupes internationaux notamment, donc chapeautés par des pays comme la France, comme les États-Unis, comme la Belgique, notamment. Les grands groupes, on les connaît, la Grande Simone Moyen-Pays. Ça veut dire que ces mêmes pays qui disent, mais M. Kabila, il faut que vous cédiez le poste. Ils savent que si Kabila part, il y a peut-être des enjeux derrière et que c'est dangereux. Pourquoi donc ne pas tenir un discours de façade et faire autre chose en soumet la Grande Simone Moyen-Pays? Un discours de façade, je dirais non, dans la mesure où le gouvernement congolais sait ce dont il a besoin, c'est ce dont a besoin le peuple congolais. Le gouvernement congolais est en place pour travailler au bien-être du peuple congolais. Le gouvernement actuel a hérité d'une crise
qui existe depuis très longtemps et qui existera si nous n'y prenons garde. Toujours est-il que des grands groupes sont présents, les grands groupes sont arrivés depuis très longtemps, sont là, interagissent d'une manière ou d'une autre sur la politique interne et tiennent à leur influence, tiennent aux intérêts qu'ils extraient de ce pays. Mais ne faudrait-il pas que nous puissions, aussi bien nous, les acteurs externes, quand je dis nous, acteurs externes, ce sont tous ceux qui sont en train d'œuvrer aujourd'hui pour qu'il y ait quand même une certaine paix, une certaine stabilité dans ce pays, dans cette région. Ne serait-il pas le moment de redéfinir les accords qui ont permis, parce que ces grands groupes ne sont pas venus du jour au lendemain. Ils sont arrivés parce qu'on leur a permis de s'installer et d'avoir une certaine influence qui va au-delà du pouvoir politique, du gouvernement en place, qui va au-delà d'un certain nombre de choses. Donc, ne serait-il pas le moment de trouver un consensus pour redéfinir ces accords, aussi bien pour le bien-être du peuple congolais que pour ces grands groupes, parce que ces grands groupes ne partiront jamais. Ces grands groupes ne partiront jamais, ce qui veut dire qu'ils risquent de toujours avoir des morts chaque jour. Donc une prise en otage de l'exécutif RD congolais, notamment. Exactement. Exactement. Donc, il va falloir, comme l'a dit M. Adjovi, que l'Union africaine, parce que la RDC a besoin d'être aidée, soyons francs, il va falloir que nous soyons francs, que nous jouons un franc jeu en tant qu'Africains, en tant que dirigeants politiques africains, que nous puissions nous asseoir et définir une politique de sortie de crise qui arrange aussi bien le gouvernement congolais en place aujourd'hui, qui arrange ces grands groupes, parce que les intérêts sont là. Et nous avons tous besoin, d'une manière ou d'une autre, de ce qui sort de ce pays, de ce qui amène des problèmes au point où nous dénotons des morts, au point où aujourd'hui certaines puissances qui se retrouvent dans certaines positions trouvent que la démocratie est bafouée dans ce pays, il faut installer la démocratie. Voilà un peu, monsieur. Voilà. Il faudrait préciser aussi que le nouveau code minier en RD Congo fait des remous et n'a pas fini de créer des frustrations. Nous allons évoluer dans ce débat. Le Rwanda, on le sait, a résolument, du moins, tourné le dos à la langue française. On le sait aussi que la France soutient un candidat rwandais au poste stratégique de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de surprenant? Et bien, la Adjovi. C'est pas surprenant. C'est là également que les pays défendent leurs intérêts et que la France sait quel rôle elle a joué au Rwanda et sa position ou ses relations avec les gouvernements précédents, ce que ça a eu comme impact sur la politique rwandaise aujourd'hui. Pour parler plus concrètement, c'est un mea culpa? Ou juste une manière de calmer ou de rendre peut-être la politesse à ce pays-là qu'on a peut-être aidé à faire souffrir, ou est-ce que c'est ça? Non, je pense que la France joue le rôle qu'elle doit jouer dans ce jeu. La France avait une position prédominante avant ces événements fâcheux de 1994. Aujourd'hui, la France essaye de revenir pas forcément sur le plan de l'influence géostratégique, parce que Washington est en avance, je crois, mais la langue est quand même un élément important de l'influence d'un pays sur un autre. Et donc, le Rwanda, on sait très bien, est beaucoup plus tourné vers l'anglais, mais en donnant la possibilité à ce que ce soit une Rwandaise, notamment le ministre ou la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui prenne éventuellement bientôt le secrétariat général de la francophonie. C'est une manière pour Paris de ramener le Rwanda complètement dans le giron de la francophonie. Et si le Rwanda dirige la francophonie, il est fort à parier que le Rwanda va quand même revenir dans le français d'une certaine manière. Et donc là, je pense que la France
a tout à gagner de ce soutien-là à la ministre rwandaise. Et également, le Rwanda par rapport au partenariat, qu'on le veuille ou non, le Rwanda et la France se sont fâchés. Mais aujourd'hui, il est question aussi de revenir quand même à une situation de paix, parce que toutes les fois où il est possible de s'entendre, il faut le faire plutôt que de se battre. Donc, dans un sens comme dans l'autre, les deux pays ont intérêt. Et puis, vous savez, lorsque vous avez la gestion d'une organisation internationale, c'est beaucoup de possibilités d'influencer les choses à l'échelle internationale. Donc, pour la France, ça lui permet de prendre une revanche historique. Et pour le Rwanda, alors d'étendre davantage son influence, parce que déjà, elle a la présidence de l'Union africaine, même si c'est pour une année. Durant cette année, quand même, le Rwanda fera le nécessaire pour son influence à l'international. Et avoir ce poste de la francophonie, c'est quand même énorme, avoir la population de la francophonie. Voilà. Pourquoi faciliter le Rwanda plutôt qu'un bon élève de la francophonie? Je dirais que un grand travail a été fait au Rwanda depuis un certain nombre d'années. Quoique certaines personnes ou certaines autorités se plaignent de ce que le processus démocratique est à décrier, sur le plan économique, l'évolution du Rwanda force l'admiration aujourd'hui, ce qui a permis déjà au Rwanda de prendre la tête de l'Union africaine et d'amorcer un certain nombre de réformes très importantes au sein de cette institution qu'est l'Union africaine. Et aujourd'hui, nous assistons à la main tendue de la France, à laquelle le Rwanda également répond favorablement, au point que le président français déclare déjà que la candidature de Madame le ministre des Affaires étrangères rwandais sera soutenue. Je pense que sur cet aspect, le président français est allé très vite. Il est allé très vite en disant d'ores et déjà qu'ils soutiendront cette candidature. Et non seulement il est allé très vite, mais nous ne savons pas également ce qui se faisait au niveau des autres pays francophones, parce que la francophonie, c'est plusieurs pays. Et la francophonie est en train d'œuvrer afin que d'autres pays également, non seulement qui sont observateurs, puissent réellement intégrer la francophonie, et également pour que la francophonie puisse davantage jouer d'importants rôles sur l'échiquier international. Et je vais dire que cette déclaration à laquelle les dirigeants, les politiques francophones, africains et autres n'ont pas encore répondu. Attendons déjà de voir la réponse que donnera les autres pays francophones, les grands, à savoir la Belgique, la Suisse et bien d'autres. Attendons de voir quelle sera leur réaction et qu'est-ce qui va se passer effectivement. Est-ce que l'Afrique va aller vers cette candidature? La candidature n'est pas encore officielle. Ce ne sont que des suppositions qui peuvent s'officialiser, qui peuvent après être vraies et qui peuvent amener un certain nombre de choses. Mais est-ce que l'Afrique va se mettre derrière cette candidature, va soutenir cette candidature, ou nous allons assister à quelque chose d'autre? Nous n'en savons encore rien pour le moment. Toujours est-il que l'actuelle responsable de la francophonie, la secrétaire générale, a dit qu'elle veut briguer un autre mandat. Tout à fait, la Canadienne Michaëlle Jean. Voilà, elle veut briguer un autre mandat. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce qui s'est passé en 2014, qui va encore se reproduire, où l'Afrique n'aura pas l'opportunité de prendre la responsabilité de cette institution, ou est-ce que l'Afrique va soutenir cette candidature? Une chose est certaine, l'idée que ce soit un pays qui est tourné vers le Commonwealth depuis très longtemps, qui décide d'apporter une candidature, la candidature d'un émérite cadre, d'un émérite intellectuel, c'est louable, dans la mesure où la francophonie veut s'étendre. C'est louable. Voilà un peu les petites analyses que nous pourrons faire de cette candidature et de la déclaration de la France. Des deux côtés, cela sera bénéfique, mais cela sera beaucoup plus bénéfique pour l'Afrique.
beaucoup plus bénéfique pour l'Afrique qui pourra, comme l'a dit M. Adjovi, étendre ses tentacules et pouvoir faire un certain nombre de choses, pouvoir bénéficier d'un certain nombre de choses sur l'échiquier international. Voilà. Stratégiquement, Michaël Jean est mal parti pour se faire élire, selon vous, ou bien que voyez-vous par rapport à cette succession-là? Ah, mais je crois que la francophonie, c'est d'abord la France. Et donc, si Emmanuel Macron prend le risque de faire une telle déclaration, c'est qu'il sait qu'il jouera de tout son poids et que la France, quand on parle de francophonie, c'est d'abord la France. Donc la France jouera de tout son poids pour que cette candidature rwandaise passe. Et cela voudra poser quelques questions, amener à réfléchir des pistes. Est-ce que la Canadienne a bien géré la francophonie? Est-ce qu'elle a pris des positions qui n'ont pas plu? Il y a eu notamment des critiques face à une gestion un peu trop dépensière. On lui aurait reproché, par exemple, d'occuper des palaces luxueux, entre autres. Oui, celle dont on parle a été quand même à occuper les plus hautes fonctions d'État au Canada. Donc, elle n'est pas née de la dernière pluie, ça peut s'expliquer un peu. Mais je pense qu'une candidature rwandaise, une fois encore, est bienvenue. Si ça peut permettre à l'Afrique, une fois encore, d'avoir ce poste. Je pense qu'être présent dans les arènes internationales, c'est une bonne chose. Donc la francophonie, c'est quand même un bel espace d'expression et d'échange. Et donc, c'est bon pour le moral. Cela dit, au-delà de tout ça, une telle question nous amène à nous dire qu'en tant qu'Africains, une fois encore, il faut que nous renforcions nos ensembles sous-régionaux et il faut que nous donnions un véritable contenu à l'Union africaine et que les projets intégrateurs puissent être mis en œuvre parce que c'est ça qui va permettre vraiment un brassage au-delà des cultures, un brassage véritable pour induire le développement dont nous avons besoin. Et là encore, il faudrait que nous recherchions au-delà des partenaires traditionnels, que nous démultiplions nos partenariats, surtout avec les pays émergents, notamment d'Asie et également d'Amérique latine et autres, qui n'ont pas un passé colonial et qui peuvent avec nous construire un ensemble fort, qu'on ait une banque, je vais dire une banque mondiale qui soit pour nous, qu'on ait des structures financières et des structures militaires qui peuvent constituer une alternative crédible ou tout au moins qui peuvent faire en sorte qu'on nous respecte davantage. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'Afrique isolée ne peut pas représenter une alternative crédible à l'échiquier international. Si nous parlons de la francophonie, c'est une bonne chose, mais au-delà, il faudrait que nous fassions en sorte de nous faire respecter. Et pour nous faire respecter, il faut que nous renforcions l'existant. Ça fait longtemps qu'on est passé de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine, mais jusque-là, il n'y a pas encore de contenu qui puisse permettre vraiment d'avoir des projets intégrateurs entre les peuples. Et au-delà de cela, c'est vrai que de façon isolée, les pays ont des partenariats à diversifier avec d'autres pays aujourd'hui qui émergent, mais il faudrait qu'ensemble, on ait ces genres de partenariats parce que lorsque vous ne pouvez pas représenter quelque chose sur le plan militaire, sur le plan de sécurité, alors il est difficile que vous puissiez représenter quelque chose à l'échelle internationale et ne nous leurrons pas. Les grandes puissances ne nous feront pas de cadeaux. Quand on parle de communauté internationale, il y a des gens qui décident et il y a d'autres qui assistent. Si nous voulons renverser les choses, il faudrait que nous recherchions des partenariats qui nous permettent de représenter quelque chose de crédible lorsque nous nous asseyons au rang des grands. Sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Rapidement, avec vous, Lagrange Chimenou Ayankwe, nous avons tous été d'accord sur ce plateau que le Rwanda aujourd'hui offre des chiffres exceptionnels en matière de développement. Est-ce qu'aujourd'hui, Paris gagne beaucoup plus à collaborer avec le Rwanda plutôt que le Rwanda de collaborer avec Paris?
Les deux gagnent. Paris gagne à collaborer avec Rwanda et le Rwanda également gagne à collaborer avec Paris. Nous avons parlé tout à l'heure de la question de l'OIF qui a toujours été un grand avantage pour l'Afrique, en dehors de l'Afrique francophone, pour toute l'Afrique. Donc les deux sont gagnants et je dirais plus loin, c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes Lagrange Siménois Yampé, vous êtes diplomate, consultant en relations internationales. Face à vous, il y avait Élisée Héribert Labelle Adjouvi, j'y arrive, journaliste international. Vous êtes également écrivain, monsieur, merci d'avoir été là. France, première visite de Kagame depuis 2011, les dessous du rapprochement entre Paris et Kigali. Merci de nous avoir suivis, merci de rester fidèle à CK, à très bientôt.